J'ai appris après coup que Harry avait pas du tout apprécié la blague. Les deux voitures étaient comme ça. Donc là, tu es en dehors de la voiture, tu te dis potentiellement la plus belle victoire de ta carrière, toi, là, tu l'as subie. Donc là, si tu veux, c'est pour ça que la libération et l'impact émotionnel a été énorme. Hamilton ou Verstappen? Hamilton. Si je prends tous les accomplissements que j'ai déjà faits, je pense qu'effectivement, pour 95% des mortels, tu te dis, bah, t'as pas à te plaindre, etc. Et je me plains pas. Mais est-ce qu'à l'instant T, tu te considères comme heureux? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Blackout Hours, notre podcast autour du thème du temps avec nos célébrités partenaires. Et aujourd'hui, je suis ravi de retrouver avec moi Romain Monti. Comment ça va, Romain? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être là, ça fait super plaisir. On va commencer directement ce podcast et je vais te demander, voilà, pour tous ceux qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent, on va dire un petit peu en façade, voilà, qui est Romain Monti? Qu'est-ce que tu as pu faire dans ton passé, dans ta jeunesse, en course auto, également sur YouTube? Voilà, the floor is yours. Ok, je vais essayer de résumer pour pas que ce soit trop chiant. Du coup, Romain Monti, 34 ans, je suis pilote automobile et créateur de contenu sur les réseaux. Donc je préfère dire pilote automobile en premier parce qu'aujourd'hui on m'associe un petit peu aux deux, mais ma valeur ajoutée première en tout cas c'est d'être pilote avant d'être créateur. Et après, j'ai effectivement créé ma chaîne YouTube pour partager mes expériences en sport auto. Et au niveau sport auto, au niveau palmarès, pour résumer un petit peu, donc j'ai commencé le kart relativement tard, et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. À 14-15 ans, je suis passé en auto à 18. Sur les faits marquants, j'ai remporté le championnat international Maserati en 2015. J'ai remporté 24 heures de Spa avec Lamborghini en 2018. Et pas mal de courses dans différents championnats de France, Europe, dans différentes catégories. Et je fais partager tout ça sur mes réseaux et notamment sur ma chaîne YouTube. Ok, trop cool. Bon, tu sais quoi, on peut même limite revenir dessus maintenant. On en a parlé déjà ensemble, et moi c'est quelque chose qui m'avait marqué, et c'est aussi je pense l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a décidé de travailler avec toi, c'est ton parcours atypique dans l'auto. Tu me l'avais dit, tu as commencé ça tard, après une carrière de tennisman avorté. Donc dis-nous-en un petit peu plus sur cette passion-là. C'est très gentil d'avoir employé le mot carrière pour la partie de tennis. C'est plutôt du rameur à l'époque que je faisais en tennis, si tu veux. Et oui, en fait, c'est venu relativement tard. En fait, j'ai toujours été dans une famille passionnée, mais pas issue du monde du sport auto. Et en fait, généralement, dans le monde de sport auto, c'est un truc qui est quand même où c'est un peu génétique. C'est que ton père a déjà été pilote, ton grand-père a déjà été pilote dans un environnement comme ça. Et ce qui fait que de petit, tu vas mettre ce pied à l'étrier. Moi, c'était pas le cas. Donc, en fait, je me suis intéressé de moi-même au sport auto. Mon père était passionné, mais pas du tout dans ce milieu-là. Et donc, ce qui fait que j'ai commencé tard le sport auto. Quand je dis tard, comme je disais, j'ai commencé à rouler en kart de compétition à 14 ans. C'est 10 ans trop tard, réellement aujourd'hui, sur un parcours professionnel. Ce qui fait que jamais j'aurais pensé faire carrière et toujours rouler aujourd'hui à 34 ans. Ça s'est décidé beaucoup plus tard, et notamment justement par la création des réseaux qui m'a beaucoup aidé après. Et voilà, donc j'ai commencé effectivement par le kart à 14 ans et j'ai fait le switch en automobile à 18 ans. Là, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les pilotes à 14 ans sont limite en train de faire de la monoplace, et à 17-18 ans, ils arrivent en F1 maintenant, tu vois, pour te donner un peu un ordre d'idée de ce que c'est les timings en F1. Ok. Et ouais, donc du coup, toi, c'est ce que tu dirais, c'est qu'aujourd'hui, sans YouTube, qui t'a aidé, on va dire, à mettre en avant ton aventure, potentiellement, tu serais jamais, tu serais pas arrivé là où tu en es aujourd'hui, tu n'aurais pas eu cette carrière qu'est la tienne aujourd'hui. Très clairement, moi, ça a été. En fait, j'ai été précurseur dans l'utilisation des réseaux en tant que pilote. Et en fait, si tu veux, j'en étais rendu à un stade où j'avais un certain niveau en sport auto. J'avais déjà fait des belles choses, mais je savais très bien que pour continuer, on sait, le sport auto, c'est un sport d'argent, que si tu n'as pas les moyens de continuer, à un moment donné, ça s'arrête. Donc en fait, c'est la source de financement, comment elle pouvait arriver. Et comme je t'ai dit, moi, je ne suis pas issu d'une famille de sport auto de base, ni d'une famille spécialement fortunée ou quoi. Donc il fallait trouver des solutions pour pérenniser l'aventure. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer les réseaux et finalement de m'apporter une visibilité que personne ne m'avait apportée jusque-là. Donc en fait, c'était vraiment de raconter le sport auto de l'intérieur. Donc l'idée, c'était de démocratiser le sport auto, de raconter mon sport de l'intérieur pour faire découvrir un maximum de personnes. Et au passage, ça me permettait de moi me mettre en avant, de montrer ce que je savais faire au volant d'une voiture. Et l'objectif final, c'est de trouver des partenaires pour pérenniser l'aventure et continuer chaque année à rouler dans différentes catégories. Ok, ouais, trop bien. Donc, ok.
Génial. Merci beaucoup pour ce partage-là. Je pense que les gens, du coup, voient maintenant qui tu es, ce que tu fais. Moi, je suis super content de te recevoir sur ce podcast, dans ce plateau. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est un podcast qui est tourné autour du thème du temps. Étant donné qu'on est horloger, on pensait que c'était une bonne ligne directrice. Et la première des questions que je voulais te poser, c'est ta relation au temps. C'est-à-dire que moi, j'aime bien demander aux gens déjà quelle typologie, on va dire, de personnalité ils vont avoir sur le fait de est-ce que tu planifies tout ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt quelqu'un qui vit au jour le jour? Donc, première typologie de question. Et dans un second temps, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué par rapport à toi et ton parcours, c'est que dans ton sport, tu es aussi, t'es autant amené, on va dire, à performer sur des durées très courtes où il y a besoin d'avoir un niveau d'intensité maximale sur peut-être 1 ou 2 minutes pour un tour de piste, que sur les 24 heures de Spa que tu as gagné, où il faut avoir une endurance à toute épreuve et sur un effort beaucoup plus long. Donc je voulais en savoir plus. Dis-nous tout par rapport à ta relation au temps, ton niveau d'implication, ton niveau de concentration en course, etc. Alors déjà personnellement, moi je suis un maniaque du temps, c'est-à-dire que je ne supporte pas être en retard quelque part. C'est vraiment cette horreur d'être en retard et que si je sais que ça va être 5 ou 10 minutes, j'aime pas ça. Ça c'est le point de vue perso, dans la vie de tous les jours, j'aime bien être très ponctuel. Après sur la partie professionnelle, donc sur la partie sport auto, nous en tant que pilote, on se bat contre le temps parce qu'effectivement le but d'une course c'est de faire le plus de tours possible en un minimum de temps et du coup de terminer premier de la course en fait. Donc voilà, moi le temps si tu veux est mon ennemi en soi sur la piste. Et après effectivement en fait il y a différentes façons de gérer ça parce que autant il y a les courses sprint comme tu disais, où, par exemple là cette année on va faire l'Alpine Cup ensemble. Là c'est 2 courses d'environ 30 minutes si tu veux, c'est ce qu'on appelle un format sprint. Donc là si tu pars, il faut que tu sois le plus rapide possible et voilà. Et après j'ai aussi fait tu disais les 24 heures de Spa, où là, tu as une gestion de ton week-end de course et du temps qui est complètement différente parce que c'est de l'endurance. Et typiquement, moi, les 24 heures de Spa, je me suis retrouvé à rouler au milieu de la nuit. Donc vraiment un horaire où vraiment on dort à peu près. Donc là, c'était un relais, je ne me rappelle plus exactement les horaires, ça devait être 2 ou 3 heures du matin. Et je devais faire un double stint, donc ce qu'on appelle un double relais, donc passer 2 fois 1 heure dans la voiture. Sauf que pendant l'un de mes relais, il y a eu un gros accident, donc interruption de la course, le temps d'évacuer les voitures, le pilote, etc. Du coup, là, le temps a paru très long parce que moi, je suis passé devant les voitures cassées, donc on ne sait pas quel est l'état des pilotes, etc. Et puis surtout, on ne sait pas combien de temps il va falloir attendre avant de repartir dans la voiture et réenchaîner. Donc là, on est déjà à un double relais, il est 3 heures du matin, tu dois attendre les informations officielles avant de retourner dans la voiture. Et après, on te dit, tu ressautes dans la voiture, il doit être 4 heures du matin et tu renchaînes, quoi. Donc forcément, tu as une gestion qui est complètement différente. Dans ta préparation mentale, ça impacte quelque chose? Est-ce que tu te prépares différemment à une course sprint versus les 24 heures de Spa, même dans ta préparation peut-être physique? Pour le coup, les 24 de Spa, c'était ma seule course d'endurance en sport auto. J'ai déjà fait des courses de kart de 24 heures, mais là en sport auto, c'était la seule. D'ailleurs, c'était ma seule participation. On a été au bout, on l'a remporté. Donc si tu veux, pour l'instant, c'était coché, quoi. Là, tout s'est bien passé. Normalement, c'est très rare que ça se passe aussi bien sur une première participation. Donc en fait, là pour te dire, réellement, même si j'avais préparé de manière spéciale la course, j'avais un tel niveau de découverte, d'adrénaline, de tout, si tu veux, d'émotions mixées, qu'en fait, j'ai pas dormi un instant pendant la course. Surtout qu'on jouait la gagne pendant toute la course, donc forcément moi j'étais tenu en haleine tout le truc et impossible de trouver le sommeil ou quoi. Donc finalement c'était j'ai plus vécu la course pendant la course. La préparation à ce moment-là, de toute façon j'étais préparé parce que je faisais pas mal de sport. Nous ce qui est important c'est le cardio en sport auto, surtout plus que les muscles, c'est surtout le cardio. Donc non, à ce niveau-là physiquement j'étais préparé, c'était plus gérer les nerfs en fait. Ok, très clair. Ouais, c'est vrai que la préparation physique, on en parle assez peu au final dans le sport auto. Je suis monté avec toi en voiture pendant, 5 ou 6 tours. Je me suis rendu compte à quel point c'était physique. Là, tu es en pleine préparation de ta saison du coup d'Alpine Cup où on sera avec toi, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est que ça ressemble à quoi aujourd'hui la préparation de Romain Monti pour une saison? Et alors là, c'est pas forcément pour l'Alpine Cup que je suis en train de me préparer, mais pour autre chose. Parce qu'en fait, finalement, l'Alpine Cup, c'est une discipline qui est relativement tranquille en termes de pilotage. C'est-à-dire que c'est pas une voiture qui est très exigeante physiquement. Même si toi, effectivement, tu as pu la conduire, la voiture, donc tu as vu ce que c'était. Mais nous, pour le coup, en fait, c'est des efforts où on a habitué notre corps depuis qu'on est petit.
tu vois, moi, quand je vais faire du kart avec mes potes, eux, au bout de 10 minutes, bah, en fait, c'est le meilleur exemple pour effectivement avoir un peu conscience de comment c'est physique ou pas le sport auto. Généralement, les gens qui sont pas habitués, ils vont prendre un ticket pour faire un tour de kart de loc. Au bout de 10 minutes, généralement, ils sont flats. Voilà. Moi, c'est un effort auquel j'ai habitué mon corps depuis très longtemps. Donc, même si physiquement, je suis pas forcément aussi affûté que certains potes à moi, l'endurance, je vais beaucoup plus facilement l'avoir qu'eux parce que mon corps est habitué à cet effort-là. Donc, finalement, la Pink Up, pour moi, c'est pas un truc qui est hyper physique. Par contre, là, je suis en train de préparer beaucoup ma nuque parce qu'en fait, je me suis lancé un défi sur la chaîne YouTube d'atteindre la F1. Comme tu sais. Donc en fait, c'est de faire toute la pyramide jusqu'à la F1, donc F4, F3, F2, F1. Donc là, j'ai validé la F4 et la F3. Donc c'était relativement physique, mais ça va. Mais là, du coup, je vais faire l'équivalent d'une F2. Et là, on parle d'une voiture qui fait plus de 500 chevaux, 600 kg. La force G que tu prends dans les virages, là, c'est un truc de débile. À chaque fois que j'en ai parlé à des potes que j'allais faire ça, tout le monde m'a dit va à la salle, va préparer les cervicales et la nuque, tu vois. Donc là, en ce moment, voilà, je vais à la salle, je fais pas mal de cardio et surtout, je fais du travail pour renforcer tout le coup, quoi. Ok, hyper impressionnant. C'est vrai que ouais, de vivre ça de l'intérieur un peu avec toi, de te suivre, enfin, moi en tout cas, je ne le savais pas à ce point, tu vois, toute la préparation qu'il y avait derrière. Trop cool. On a parlé du coup de l'aspect physique. J'aimerais revenir à une partie peut-être un petit peu plus perso, un peu plus mentale. Nous, comme tu le sais, la partie, on va dire, match avec les valeurs d'un partenaire, d'une personne, les membres de nos équipes ou autres, c'est ce qui est presque, je dirais, le plus important pour nous. J'aimerais te demander si tu devais définir 3 valeurs qui sont des valeurs clés pour toi en tant qu'individu, quelles seraient-elles? Et voilà. Je pense qu'on partage ces valeurs-là, tu vois, parce qu'effectivement, on a appris à se connaître et on partage ça. Pour moi, il faut une honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que pour moi, une parole, c'est important. Tu vois, quand tu regardes quelque chose et on tient la parole. Comme je t'ai dit, j'ai pu te dire que j'étais très maniaque au niveau du temps, en fait, bah, c'est un peu la même chose. En fait, quand j'ai un engagement, j'essaie de m'y tenir, tu vois, et j'ai grandi avec ces valeurs-là, et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer constamment. Après, comme autre valeur essentielle, bah après forcément, je vais avoir des choses qui sont plus liées à la compétition, ou en fait dire voilà, j'ai un esprit compétiteur, donc la recherche de performance, si tu veux, c'est quelque chose qui me guide dans ma vie de tous les jours, dans tout ce que je peux faire. Et après, je pense à la fidélité. Tu vois, c'est pareil, j'ai pas forcément un cercle d'amis très proche, mais c'est des amis, pour le coup, c'est des amis, je sais que je les appelle enfin, au milieu de la nuit, je suis en rade à 800 km, ils prennent la voiture, hein, ils viennent m'aider. Et en fait, c'est des amis que j'emmène sur la durée. Voilà, donc en fait, j'ai tendance à me méfier dans les rencontres que je fais. Et à partir du moment où je fais rentrer quelqu'un dans mon cercle, voilà, donc généralement, si j'emmène sur une longue période, voilà, donc c'est la fidélité que je porte en haut et que je considère être une belle valeur. Et après, voilà, par contre, il ne faut pas me décevoir. C'est-à-dire qu'une fois que tu es rentré dans mon cercle, Ok. Ouais, c'est intéressant. Juste après, je reviendrai sur ces 3 valeurs-là. Tu te considérais comme quelqu'un d'introverti ou d'extraverti? Alors, j'ai appris à être extraverti. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose d'inné pour moi. En fait, alors, je suis très. J'ai un second, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai un second degré qui est hyper prononcé. Mais en fait, j'arrive à être vraiment moi-même, à exprimer cette partie-là, humour, etc. Si en fait, je suis avec des gens dans lesquels je me sens bien et je peux exprimer, etc. Si c'est des gens qui je sens un peu où il n'y a pas trop de répondants, où en fait, bah, c'est pas trop le milieu, bah, finalement, ma personnalité, je vais plus la garder pour moi et pas forcément la mettre en avant. Mais je pense qu'on l'a vu, même là, on parlait en off là, d'un petit post que j'ai fait hier sur les réseaux. En fait, voilà, moi j'aime bien, j'ai un sens de l'humour qui est cool, que j'aime bien partager, mais il faut avoir les personnes en face de toi qui comprennent ça, quoi. Ouais, parce que je pensais à ça, parce que c'est vrai que entre la première rencontre qu'on a eue où c'était très de façade, parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, etc. Et puis la deuxième fois, pour le coup, on a passé énormément d'heures en voiture ensemble. J'ai eu l'impression de découvrir entre guillemets le vrai Romain, tu vois, avec lequel ça a super bien marché. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on travaille ensemble. Mais ok, super intéressant. Et je reviens sur un des aspects, sur une des valeurs que tu as mise en avant, qui est la compétition, qui est ultra importante pour nous. On en a d'ailleurs beaucoup parlé lors de notre voyage ensemble en voiture, qui nous parle énormément chez Blackout. Et je pense que c'est l'un des éléments qui a été le déclencheur. Il y avait ton parcours atypique. Comme tu le sais, on est une marque qui fait rien comme les autres. Et donc du coup, on ne voulait pas simplement sponsoriser un pilote parce que c'est un terrain de jeu pour beaucoup de marques horlogères. Nous, on voulait un pilote spécial déjà dans un premier temps, et puis on voulait pouvoir se raccrocher avec des valeurs. Nous, la performance, c'est l'une de nos 3 valeurs
principal. On veut être performant en interne, on veut développer, on veut apporter un maximum de valeur à nos clients, avoir des produits qui marchent bien. Et je pense que c'est une des vraies raisons aujourd'hui pour lesquelles ça matche autant entre nous. Et c'est trop cool aujourd'hui, je pense, de pouvoir avancer avec des gens, comme tu le dis, qui font pleinement confiance. Et depuis qu'on travaille ensemble, en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que si j'envoie un message, je sais que dans les 2 heures, j'aurai un retour, on va trouver les solutions. Ce qui est assez, je ne dirais pas que c'est rare, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on recherche dans nos partenariats. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment cool à ressentir de l'autre côté en tant qu'entreprise, tu vois, qui est partenaire. Donc trop cool. Et merci pour ça d'ailleurs. Avec grand plaisir. Pour terminer cette première partie de podcast, je voulais te poser une dernière question. C'est une question que je pose du coup tout le temps et c'est quelque chose que personnellement je retrouve assez peu dans les formats interviews de célébrités ou autres. Moi, je voudrais te poser la question, tu m'as dit que tu avais 34 ans, tu as un parcours qui est quand même assez dingue, ça a fonctionné sur YouTube, ça fonctionne en sport auto, tu as encore des objectifs, mais est-ce qu'à l'instant T, tu te considères comme heureux? Est-ce que Romain Montier est heureux à 34 ans aujourd'hui? C'est une bonne question, mais en fait, il y a différents prismes. C'est-à-dire que je pense être un éternel insatisfait, mais ce qui est très lié à mon esprit compétiteur, si tu veux, où en fait, je pars du principe que dans une journée, tu as 24 heures, mais en fait, à chaque fois, je me dis comment je peux maximiser au mieux ces 24 heures. Tu vois, en fait, pour qu'à la fin de la journée, tout ce que j'ai pu faire d'effectif, ce soit réellement accompli. Donc en fait, si tu veux, forcément, quand tu fais des choses, tu as une part de succès, tu as une part d'échec. Avec le recul, la part d'échec, tu peux te dire forcément, ça a été du temps inutile consacré à ça, j'aurais pu faire mieux avec ce temps-là. Ce qui fait que finalement, j'ai un côté qui est un peu éternel insatisfait. Et ma femme le sait très bien. Et par contre, parfois, ce que j'essaie de faire, c'est que ce soit tout seul ou avec ma femme ou avec des potes, etc., c'est aussi de me poser sur des accomplissements. Me dire, ok Romain, typiquement, tu as 34 ans, tu as fait des choses dans ta carrière pro sur YouTube. Jamais de ta vie, à ta naissance, si on t'avait dit tu feras ça dans ta vie, tu allais les faire. Et en fait, si je vois toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, déjà à 34 ans, je peux dire, ok, j'ai accompli des choses. Je pense qu'il y a des gens qui accompliront jamais dans la vie. Et puis j'ai vécu des choses, c'est des souvenirs que j'emmènerai toute ma vie. Mais c'est vrai que je suis toujours dans la recherche de après. C'est pour ça que j'ai toujours des projets. Ce qui fait que, en fait, évidemment, je suis dans une position où je suis heureux, j'ai pas de soucis. J'ai ma femme, j'ai ma famille, j'ai ma petite fille, je vis ma passion, c'est très chouette. Mais c'est vrai qu'au quotidien, le moindre petit échec, je vais me dire j'aurais pu faire différent, etc. Voilà, donc je me remets pas mal en question, même si je sais que j'ai beaucoup de chance dans ma situation actuelle, quoi. Ouais, c'est vrai, moi c'est un truc qui m'avait choqué, j'en avais parlé avec Tim, du coup mon associé, après notre voyage, j'ai dit mais à un moment donné on a parlé de nous, de notre entreprise pendant peut-être 1 heure et tu m'as dit mec c'est tellement génial ce que vous faites, en plus tu bosses avec ton meilleur pote, moi j'adorerais faire ça, je tente plein de trucs au niveau business et j'étais là en mode mais attends, tu te rends compte de ta vie à côté, tu pilotes des voitures, c'est ce que tu fais, tu fais des vidéos YouTube, ça marche trop bien. Et donc c'est vrai que ce côté éternel insatisfait, je le ressens un peu en ce sens-là. Est-ce que tu penses que tu arriveras un jour, peut-être un niveau, je sais pas, je dirais pas de maturité, parce que c'est pas lié à la maturité, mais est-ce que tu penses qu'un jour, est-ce qu'il y a un objectif en particulier, tout à l'heure tu parlais du fait de piloter une F1 par exemple, est-ce qu'un jour tu penses atteindre un objectif qui te fait te poser en arrière et te dire c'est bon là j'ai fini le jeu et ça va très bien ou ce sera jamais le cas? Je pense pas. En fait, si tu me poses la question aujourd'hui, de manière très honnête, je me dis pas, il y a un truc, je me dis. Donc en fait, in fine, mais un truc qui m'aurait permis de me réaliser quelque part, ce serait de me dire j'ai eu toutes les cartes en main pour faire une super carrière en sport auto. Je sais qu'aujourd'hui, à 34 ans, tu vois, la F1, à part la piloter pour tester ce que c'est, faire une carrière en F1, c'est rien. En fait, c'est plutôt me dire, et c'est ma frustration, de me dire, si j'avais commencé le kart à 4 ans, avec tous les moyens mis en œuvre, quel aurait été mon niveau aujourd'hui, quel aurait été mon parcours aujourd'hui, tu vois. Donc ça, forcément, moi, le sport auto, je suis un peu un autiste de ça, mais au sens, bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment une fixette sur ça et que ça représente une énorme partie de ma vie et que finalement, mon bonheur dans la vie de tous les jours, ça vient aussi de ce que je suis capable de faire au volant d'une voiture. Mais encore une fois, si je prends tous les accomplissements que j'ai déjà faits, je pense qu'effectivement, pour 95% des mortels, tu te dis, t'as pas à te plaindre, etc. Et je me plains pas. C'est juste que je suis effectivement toujours dans l'après. Et tu parlais effectivement de la discussion qu'on a eue et je trouvais ça cool que tu sois avec Tim, avec ton associé. Ce qui est très chouette au quotidien, et justement, moi, je trouve que c'est un manque chez moi, c'est qu'en fait, tu as une personne avec qui échanger au quotidien. Si vous avez une nouvelle direction pour Blackout, vous pouvez échanger, vous avez un double regard, vous avez un projet
projet, maintenant ça c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Voilà, et en fait ça, moi je suis tout seul à porter tous mes projets au quotidien et bon, évidemment je partage avec énormément de monde sur la communauté, mais c'est pas des gens qui m'aident à réfléchir au projet. En fait, ce que je vous envie pour le coup, c'est d'avoir quelqu'un à qui échanger au quotidien pour tout ça. Je trouve ça très chouette, tu vois. Ok. Et ouais, j'ai une question bête, mais du coup, tu n'as jamais pensé à t'associer pour différentes typologies de projets ou choses comme ça? C'est jamais présenté à toi ou... Alors j'ai déjà fait, parce que j'ai créé mon équipe de course, mais là, enfin, dans les domaines dans lesquels je suis, que ce soit le sport auto ou la partie création de contenu, c'est tellement des choses spécifiques que, à moins d'avoir un alignement de planète au niveau de l'association, il y a de grandes chances que in fine, ça, pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas. Donc finalement, j'ai déjà essayé de m'entourer de personnes ou quoi. Par exemple, si on part d'un exemple concret, en tant que créateur, j'étais dans des grosses agences. Donc les agences qui est style Bump, qui organisent le Grand Prix Explorer avec Squeezie, McFly et Carlito, etc. J'étais chez Spoutnik, l'agence d'Amixem et compagnie. Donc en fait, j'ai tenté ce genre d'association-là, finalement, en me disant, bah voilà, ça me permettra d'avoir des gens à qui changer. Mais vu que ce que je fais est tellement spécifique, bah, ça ne matche pas forcément avec ce que eux font. Il y a un tel fossé. Ce qui fait que bah, finalement, je suis le plus approprié pour porter des projets. Voilà. Quand je mets en place des styles, des concepts style Objectif F1, c'est pas Bump, c'est pas Spoutnik qui vont m'aider. C'est moi avec mon réseau, mes relations, les gens que je connais, qui vais mettre en place ce truc-là. Voilà, donc ça pour le coup, je suis obligé de porter ces projets-là tout seul, quoi. Et tes envies aussi, ça pour le coup, c'est un côté cool. C'est vrai que quand tu es dans un format association, entreprise, tu penses toujours à ce qui est le mieux pour l'association. Tu vois. Alors nous, je pense qu'on est plutôt alignés pour le coup en interne et on a la même direction, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Mais il y a aussi ce côté qui est cool de l'autre côté, c'est de se dire j'ai envie de faire ça, c'est mon projet, je me donne les moyens, j'y arrive. Mais ok, je comprends, intéressant. Et juste avant, du coup, tu as dit, malgré tout, aujourd'hui, tu considères que tu es heureux, etc. Est-ce qu'il y a peut-être un élément, soit de ta carrière, soit de ta vie, peu importe, qui est un déclic vers voilà, vraiment ce que j'ai fait, c'est cool. Est-ce qu'il y a un élément plus fort que les autres qui t'est déjà arrivé? Une victoire peut-être? Ouais, alors, il y a forcément plusieurs éléments. Il y a quelques années, jamais je t'en aurais parlé, mais ça va être un peu cliché, mais forcément, moi, j'ai ma petite qui est arrivée. Donc ça, quoi qu'il arrive, en tant que jeune papa, il n'y a rien qui peut retirer ça. Donc moi déjà, mon plus bel accomplissement, c'est ma fille. Et mon bonheur, ce sera de voir ma fille grandir, etc. Donc ça, c'est mon accomplissement numéro 1. Ça ne bougera pas. Après, à titre sportif, le truc où je suis vraiment le plus fier, c'est ma victoire au 24 de Spa. Où là, je me dis, voilà, j'ai réalisé quelque chose dans ma vie. Et j'en avais conscience, si tu veux, en me disant, voilà, ça, quoi qu'il arrive, peu importe, ça, je l'ai fait. C'est fait, c'est coché. C'est coché. Et surtout qu'en plus, ça s'est fait dans des conditions où la victoire s'est jouée à 2 secondes 5. Tu vois, on parlait de relation au temps. Sur 24 heures, ça s'est joué à 2 secondes 5. Et c'était pas moi qui étais dans la voiture lors du relais final, c'était un coéquipier à moi. Et du coup, je voyais la voiture rouler sans moi. Et les deux voitures, mais réellement, c'est 2 Lamborghini. On avait une Lamborghini, les autres de nos concurrents avaient une Lamborghini. Voilà. Et en fait, les 2 voitures étaient comme ça. Donc là, tu es en dehors de la voiture. Tu te dis potentiellement la plus belle victoire de ta carrière. Toi, là, tu l'as subi. Donc, ça peut aussi bien aller au bout que terminer dans le mur ou qu'on se fasse passer, etc. Donc là, si tu veux, c'est pour ça que la libération et l'impact émotionnel a été énorme. Autant te dire que là, j'ai vraiment… en fait, quand on a franchi le drapeau à damier, qu'on a terminé premier, que ça y est, c'était sûr. Là, la pression, mais en fait, c'est pas une pression de 24 heures qui tombe, c'est une pression de 24 heures, plus de toutes ces années pour en arriver là, etc. Donc là, en fait, le sport auto, c'est vraiment un aliment de planète. Pour avoir un succès en sport auto, c'est un sport où il y a tellement d'aléas. Voilà, c'est les coéquipiers, c'est l'équipe, est-ce que tu as une casse mécanique, est-ce que tu as un accrochage, est-ce que tu as de la chance au niveau de la stratégie. Il y a plein de choses qui jouent. Donc en fait, ce qui fait que quand toutes tes planètes s'alignent et que ça y est, c'est bon, c'est acté, bah là, c'est soulagement énorme. Et là, je me dis, c'est un des plus beaux accomplissements de ma vie. Ouais. Ok, génial. Bon, merci pour ce partage-là. C'était cool. Je pense que ça vient clôturer, disons, la première partie de l'interview, un petit peu plus sur toi, ta personne, la partie un peu plus profonde, plus deep. Je vais te proposer un petit jeu. J'ai préparé une dizaine de questions rapides. Voilà, j'aimerais savoir ce que tu en penses, un peu du tac au tac. La première chose, c'est F1 ou GT? GT. Ok. V8 ou V12? V8. Ok. La deuxième, j'ai été aidé parce que même en lisant, Airtronic ou S-Tronic? S-Tronic. Même si j'ai une Airtronic, mais S-Tronic quand même. D'accord, ok. C'est un R8, c'est ça? Ouais. Ok. Ferrari Enzo ou Carrera GT? Carrera GT, numéro 1. Ok, magnifique. Question un peu plus longue, mais est-ce que tu préfères partir en pôle
et finir premier dans une course sans histoire, ou partir dernier et faire une remontée pour finir 3 ou 4e? L'histoire est plus belle en partant dernier. Et par contre, réellement, si tous les week-ends tu pouvais commencer premier, finir premier, je signerais aussi, quoi. Ok, donc plutôt ça. Ok. Hamilton ou Verstappen? Hamilton, Ok. Plutôt montre ou plutôt bracelet bijou? plutôt montre. Mais ce qui va avec, c'est un bijou pour moi. C'est marrant. Plutôt black ou white? Black. Très bien. Le premier qui dit white dans ce podcast, on arrête le partenariat tout de suite, c'est un test en fait. Golf ou tennis? Tennis. Malgré tout. Malgré le niveau. Malgré tout. Génial. Et plutôt école de commerce ou école de pilotage? Ah bah, à refaire, j'aurais préféré école de pilotage, tu vois. Ok, ça marche. Pour la petite anecdote, du coup, je pense que ça peut être intéressant de dire aux gens, on a découvert après quelques semaines à bosser ensemble qu'on avait fait la même école Exact. de commerce pour le coup, ce qui montre, et même d'ailleurs la même spé. Exact. Donc, ouais, ce qui montre qu'avec une école de commerce, on peut se retrouver dans l'horlogerie ou alors sur YouTube et sur une piste. C'est assez drôle. Et pour la petite information, là, vous voyez ce beau décor. On est ici dans les plateaux de Hoopercast qui co-créent avec nous chacun de ces formats sur la chaîne. D'ailleurs, merci à eux. Et l'un des associés d'Hoopercast a fait la même école que nous également. Tout le monde vient de là, en fait. Exactement. Et tout le monde voit le réseau, c'est possible, ça marche. Donc merci à Hoopercast encore une fois pour ce beau plateau. La question suivante, la section suivante, je vois que je t'avais demandé d'amener potentiellement un objet. On aime bien demander aux gens est-ce qu'ils ont un objet, et plus particulièrement peut-être une montre qui leur parle, peut-être qui représente un accomplissement ou qui vraiment est un objet cool pour eux. Donc là, tu as amené quelque chose sur la table. Ouais, bon, c'est un clin d'œil un petit peu décalé. C'est que, en fait, pour moi, la montre, c'est plutôt un objet de. Hop. C'est plutôt un objet de plaisir, si tu veux. Ouais. Donc autant il y a des montres effectivement qui peuvent avoir des significations, notamment autour de l'auto. Bon, il y a forcément des modèles qui sont très très liés à l'auto. Par exemple, j'ai aussi une Tag Heuer au Monaco qui est forcément hyper liée aux couleurs Gulf, qui est hyper liée à l'auto. Mais aussi, j'aime bien la montre en tant qu'objet plaisir. Et ça, typiquement, c'est le genre de montre que j'aime bien. Donc c'est une Swatch avec une collab DBZ. Donc si tu veux, là, tu es dans l'œil de Vegeta et tu vois Goku derrière. Donc voilà, ça c'est le genre de jouet que j'aime bien. Et puis j'attends avec impatience. Je regarde la caméra et je suis désolé, mais je lance un appel à Swatch pour qu'ils nous lancent une collaboration avec Pokémon. J'adorerais une Swatch Dracofeu. Tu vois, je trouverais ça très très cool. Tu vois. Ok, on leur dira. Trop bien. Et écoute, super. C'est vrai que c'est drôle. Pour le coup, tu as parlé, tu vois, de Tag qui est très très lié au sport auto. Nous, on le voit, le monde de l'automobile, à quel point c'est lié avec l'horlogerie. C'est un truc de. Nous, le nombre de clients qui nous disent je veux matcher cette montre parce qu'il y a du carbone avec ma voiture et autres, c'est absolument hallucinant. Et c'est aussi pour ça que malgré le fait qu'on ne veut pas faire comme tout le monde et donc on ne voulait pas forcément aller dans les secteurs qui sont très approchés par les grandes maisons, l'automobile, c'est un truc où on voulait absolument aller. Et puis on a une histoire aussi nous, un peu particulière, hein, comme tu le sais, avec l'auto, puisque du coup, sans voiture, on n'aurait pas de blackout aujourd'hui, puisque la grande majorité du rachat de la marque à l'époque en 2022 s'est fait contre la voiture et la supercar de mon associé. Donc c'était important pour nous quand même de se retrouver avec un petit peu d'automobile dans les partenariats. Je vais terminer du coup cette section, et même ce podcast, je dirais, avant le mot de la fin, par une section anecdote sur les 2 premiers épisodes pour ceux qui ont regardé. En gros, on préparait une anecdote, qu'elle soit vraie ou fausse. Puis au final, on s'est dit que c'était beaucoup plus drôle de demander à l'invité, et nous, on en délivrera une également, une anecdote un peu folle qu'on a pu vivre dans nos mondes respectifs. Et donc, je te demande de commencer. Quelle est l'anecdote la plus folle et qui a jamais été révélée, que tu veux nous partager aujourd'hui? C'est avec un pilote très connu en fait, c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne, pour le coup. Et justement, il y a une histoire qui est liée au temps. Harry Vatanen, ça te parle ou pas? Ouais. Harry Vatanen, donc pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, et l'image a fait tour du monde, tout le monde voit, c'est quand la montée de Pikes Peak, au volant d'une 405 Turbo 16, une voiture folle, où il fait la montée de Pikes Peak, où c'est une célèbre course de côte en Amérique, où tu as des ravins, où tu as une chute de 2000 mètres si jamais tu te loupes sur de la terre. Donc personnage mythique, vainqueur, championnat du monde de rallye, etc. Et en fait, je me suis retrouvé à un événement avec BMW pendant le Tour Auto. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis décidé de lui faire une blague, voilà, donc de lui faire un prank si tu veux. Le fameux sens de l'humour. Le fameux sens de l'humour. Et vu qu'il ne savait pas qui j'étais,
et qui était là en tant qu'ambassadeur BMW. Et il faisait des tours de piste avec des clients BMW qui étaient là, etc. Et moi, je me suis fait passer pour un amateur en lui disant ah bonjour Harry, est-ce que vous voulez bien venir avec moi? Il dit oui, bah, je te montre, etc. Je dis non, je veux prendre le volant et puis vous me donnez des conseils, etc. Donc en fait, on part, et je suis en place conducteur, il est en place passager. Et on est parti. Sauf qu'en fait, là, à ce moment-là, la voiture était quasiment en panne d'essence. Donc il ne restait plus beaucoup d'essence. Et puis il restait, je crois, 2 minutes de roulage avant que ça s'arrête. Et en fait, c'est fou de dire que ça a donné une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Et du coup, on est parti. Et moi, j'ai feint le mec qui avait aucune connaissance du circuit, qui ne savait pas piloter, etc. Donc Harry, grand nom du sport auto, qui me donne tous les conseils. Ben là, il faut faire un frein dégressif, il faut faire ça. Là, tu n'es pas dans la trajectoire, etc. Donc, je commence, voilà, moi, à faire dans mon plus bel acting, le mec qui sait vraiment pas rouler, lui qui me donne des conseils. Et puis très vite, je vois que la voiture est en rate d'essence et qu'on n'a plus beaucoup de temps pour rouler. Et du coup, très rapidement, je me mets à vraiment piloter, etc. Et en fait, ça a donné une réaction qui est vraiment très très chouette parce que forcément, à un moment donné, on arrive dans un virage avec beaucoup de vitesse et c'est le moment de freiner. Et si tu es un amateur, c'est le moment de freiner. Surtout quand tu arrives à t'aider dans le passager qui donne des conseils, tu as envie que ce soit freiné le plus tôt possible. Donc moi, évidemment, je ne freine pas à ce moment-là. Du coup, il me dit freine. Moi, je suis encore en accélération, je passe très vite, il se rend compte que je sais vraiment rouler. Petite blague si tu veux. Donc on met ça sur les réseaux. C'est une vidéo qui a fait, je crois, 700 000 vues, quelque chose comme ça. Donc ça a vraiment bien marché. Et en fait, j'ai appris après coup que Harry n'avait pas du tout apprécié la blague. Donc il m'a rappelé un événement, on s'est vu bien après, où en fait, voilà, on était en comité, où c'était vraiment un événement avec du monde, tu vois, autour d'une table, etc. Et puis il a pété un câble devant tout le monde, etc. Donc voilà, après on s'est expliqué avec Harry, je me suis excusé qu'il ait mal pris, s'est excusé de s'être emporté, etc. Et voilà, c'est une anecdote que personne ne sait, mais il y a ce truc-là qui est arrivé, ouais. D'accord. Ok, sympa. Bon, mais pour la vidéo, du coup, elle est dispo sur ta chaîne. La vidéo est dispo. À la fin de cette vidéo, vous pourrez aller voir. Trop cool. Ok. Eh bien, nous, j'ai essayé de choisir une anecdote qui était aussi ciblée sur le monde de l'auto. Là, c'est assez dingue, mais en fait, aujourd'hui, Blackout, on est très présent en francophonie. On est présent en France, Suisse, Luxembourg, Belgique majoritairement, mais on a quelques-uns de nos plus gros clients qui sont malgré tout à l'étranger, et l'un d'entre eux est un de nos meilleurs clients, c'est un Anglais. Et en fait, il faisait que de nous dire, les gars, j'aimerais vous aider à vous développer sur la partie anglaise et tout. On dit, ouais, super sympa, tu vois. Et en fait, un jour, on fait un call avec lui pour discuter de ça, et au final, tu vois, il nous avait acheté quelques modèles, donc on se dit, ok, c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais on n'imaginait pas. Et en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui me dit, mais les gars, moi, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'en fait, si vous voulez péter au UK, il faut aller sur les salons auto. Et il dit, moi, j'ai 2 voitures, Lamborghini, Ferrari. Il y en a une, je la transforme, sticker tout noir, blackout watches, etc. Et on débarque sur un salon avec ma voiture. Le mec a offert complètement de transformer sa voiture. Et donc, c'est quelque chose qu'on devrait faire cette année. Donc, on sera présent sur un salon en Angleterre avec ce client-là qu'on remercie grandement. Je pense peut-être avec les sous-titres, il se reconnaîtra. Mais un grand merci à John, du coup, pour cette opportunité. Et on trouve ça génial de voir des gens qui sont à fond dans l'aventure avec nous, des clients qui sont prêts à transformer leur voiture pour mettre le logo Blackout dessus. Donc ouais, c'était une belle anecdote qu'on a eue très récemment, donc je me suis dit que j'allais la garder pour cet épisode ensemble. Bah, carrément, de toute façon, comme tu l'as dit, les deux communautés, c'est quand même vraiment très très lié, quoi. Un passionné de belles voitures, c'est aussi un passionné de belles montres, donc ça fait sens. Bah, clairement, tu vois, puis nous, on en a la preuve, hein, Tim, mon associé, grand passionné de voitures et grand passionné de montres, c'est pour ça qu'on a repris Blackout. L'ancien gérant à qui on a repris était un mec qui roulait sur circuit aussi. Pour la petite anecdote, c'était quelqu'un qui ne roulait qu'en voiture noire, et à la base des bases, Blackout, c'était une maison de customisation horlogère pour transformer les montres en noir, parce qu'il voulait avoir une montre noire quand il pilotait, tu vois. Okay. Donc vraiment très lié avec ce monde-là. Écoute Romain, merci beaucoup de ton temps pour cet échange. Est-ce que ça t'a plu? C'était génial. Ouais, cool. Ouais, très chouette. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses ou est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Tout bon? Vas-y, génial. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a plu, déplu, s'il y a des sections que vous auriez aimé voir plus développées ou d'autres, voilà, ou même des nouvelles sections carrément à incorporer sur les prochains épisodes. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu pour suivre les prochains épisodes également. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.